Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, accompagnée d'Annie Martel comme toujours. Comme toujours, fidèle comme un petit chien de poche. Oh, je l'aime, ma belle Annie. Merci d'être là. Une chance que tu m'amènes des croquettes à toutes les fois. Des cookies. Annie, son cookie. Non, des croquettes de poulet. Nadine Lauzon qui est avec nous depuis un bon moment dans Chicks and Machines, une collaboratrice précieuse. Merci d'être là. Bien, merci de l'invitation, les filles. C'est toujours un plaisir. Oui. Et David Brouillard qui est spécialiste en financement ici dans le groupe des Meules. On va parler financement. Et ça sera pas plate, je vous le jure. Pas faire de mauvais jeu de beau. mots. Il y a des gens qui sont dans le brouillard un peu en ce moment au niveau du financement. Ouais, T'es si là tu pour prends la nous première lettre éclairer. de mon prénom avec mon nom de famille, ça fait débrouillard, fait qu'on va s'en sortir. Oh yeah! On va faire ça de la bonne façon. On commence ça là-dessus, cette émission-là. Boum! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Que vous écoutiez le balado Chicks and Machines sur BPM Sport ou encore en ligne, bienvenue, on vous aime, peu importe de où vous nous écoutez. Et pour ceux qui ne connaissent pas Chicks and Machines, en fait, on est un média qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Mais messieurs, vous allez apprécier tout ça parce que c'est des filles qui parlent de sport motorisé, c'est comme... On peut pas demander mieux, je pense. Puis on a toujours des gars qui sont les bienvenus avec nous. Et justement, on commence par notre premier invité, David Brouillard, spécialiste en financement chez Demel. Donc on est là aujourd'hui, on est entouré de voitures. C'est pas un temps facile, hein? Le taux directeur augmente, les taux d'intérêt augmentent. C'est quand même assez violent. Ça met beaucoup de monde dans le pétrin, disons-le. Comment vous réagissez à ça? Parce que c'est ça doit impacter sur votre business, là. C'est sûr que ça a un impact direct. Puis je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé là, au cours des derniers mois avec la hausse des taux. On frise le 4 d'augmentation actuellement. Fait que oui, ça a un impact direct sur nous. Les véhicules neufs ont augmenté leur taux de financement. Puis les véhicules de seconde main aussi ont augmenté leur taux automatiquement. Ça suit le taux directeur. Donc oui, il y a une grosse inflation. Puis c'est vraiment important d'avoir les outils pour pouvoir aider nos clients le plus possible parce qu'en fait, c'est avec les institutions financières qu'on fait affaire qu'on détermine quelle voiture va être le mieux à financer avec quelle banque. Ouais. On a près de 20 institutions financières actuellement avec qui on fait affaire pour pouvoir aller chercher, en fonction du montant financé, l'année de la voiture, puis le type de financement qu'on a. Parce que le financement n'est pas pareil, c'est usagé ou neuf, c'est ça? Exactement. C'est le nombre d'années de financement puis le taux qui n'est pas pareil. En fonction de l'année du véhicule, le terme peut différer, mais en fait, on va être limité à un certain terme avec une voiture plus âgée. Puis sur un véhicule neuf, on va avoir un terme qui peut aller jusqu'à 96 mois. Mais vraiment, d'un créancier à l'autre, il peut y avoir des marges de 3 % sur un produit similaire. Fait qu'il faut vraiment avoir des gens qui sont informés puis qui regardent les chartes de taux qui sortent à chaque mois pour être sûr d'avoir la bonne direction pour nos clients parce que ça peut avoir des incidences majeures. Sur un terme complet, on peut avoir un impact de 4 000 à 5 000 de plus en intérêt si on fait mal notre travail. Fait qu'il faut vraiment avoir les outils pour pouvoir aider nos clients. Puis on a décidé de s'associer avec plusieurs prêteurs. Puis on touche un peu à des prêteurs alternatifs aussi actuellement. Des Sherlock? On est rendu pas loin de ça quand même, mais non, on a des outils pour aller chercher toutes les transactions qu'on peut avoir, puis pour aider nos clients aussi à avoir un véhicule. Là. Des fois, c'est une question de contexte avec la COVID, puis les gens n'ont pas été capables de subvenir à leur versement, puis le crédit en mange un coup, puis on a des prêteurs qui sont prêts à faire bien des choses que bien du monde imaginerait impossible. Et là, ça ressemble à quoi les taux d'intérêt en ce moment? Les taux d'intérêt sur un crédit régulier, donc en première chance au crédit, ça va jouer entre les 7,29 jusqu'à 11,49 sur certains véhicules. Ça, c'est du crédit régulier qui anciennement était un pas pire taux en deuxième chance au crédit. Là. Donc, on jongle avec ça. Puis, d'une banque à l'autre, pour une transaction similaire, on peut offrir 2 à 3 % de plus ou moins avec une institution ou l'autre. Donc, c'est pas rien. Puis, on a aussi un département qu'on a ouvert qui s'appelle 1-2-3 Autocrédit. C'est une division qui se spécialise dans le crédit plus complexe, disons. Là. Ouais, je vous dis deuxième, là, mais ça va jusqu'à troisième. Puis on peut l'appeler quasiment à 4, là, mais on a des gens qu'on ne penserait pas finançables. Là. Je vais vous donner un exemple là, pour vous situer là-dedans. Là, 2 faillites en moins de 10 ans.
On a des gens qui partent avec des véhicules, puis c'est pas des Tercel 91. Là. Ils ont des véhicules quand même potables sur la route. Là. Fait que, pour vous donner une idée, là, dans le criminel, c'est l'équivalent d'un meurtre au premier degré à peu près. Là. Fait que, on réussit à faire quelque chose de bien quand même avec les donc, clients si vous avez tué quelqu'un, vous pouvez venir acheter chez Demel, c'est ça? Ça peut se résumer à ça, ouais. Vous m'avez dit qu'on ne coupait pas, là, c'est ça? Mais ça vous arrive-tu des fois de faire comme hey, ça n'a pas de bon sens, un être humain normal ne paierait pas ça pour un véhicule? Tu sais, que vous dites aux clients, hey, ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de faire, ce que tu vas payer. Peux pas payer ça. Je sais que c'est votre job de vendre des produits d'assurance, des produits de garantie, ces choses-là, un véhicule, mais des fois, tu te dis, il est tombé sur la tête de payer autant? Non? Bien, c'est du cas par cas. Tu sais, quand on parle de frais de crédit, ça, c'est des mauvaises décisions qui ont été prises, puis personne, sauf cette personne-là, peut payer le prix pour lui. Oui. Mais en termes de protection, on a une gamme de protection complète. Là, puis, tu sais, notre clientèle à nous ici, c'est des outils de travail. Les gens sont dans la construction, c'est des pas le pick-up. choix. Avec qu'est-ce que vous touchez, vous, avec les skidoo, les motos, puis tout ça, c'est une clientèle à pick-up aussi. Tu sais, c'est des outils quand même indispensables pour pouvoir faire ce qu'on aime. Puis ces gens-là sont plus à risque, tu sais. Puis en fonction du niveau de tolérance que les gens ont à prendre des risques dans la vie, bien, il y a des protections qui sont offertes sur nos financements, puis on peut aller chercher une tranquillité d'esprit par rapport à ce qu'on est plus susceptible de frapper comme problème durant le cours d'un Mais ça, c'est financement. quoi, ça, mettons, quand tu parles d'une protection sur ton crédit? On a des couvertures en cas de décès, on a des couvertures en cas d'invalidité. Nouvellement, on a une couverture en cas de perte d'emploi avec le contexte actuel, qu'est-ce qu'on vit, puis tout ça. Il y a eu beaucoup de mises à pied avec l'économie qui est chancelante un petit peu. Fait qu'il y a des couvertures qui peuvent être prises pour pouvoir se sécuriser à ce niveau-là, puis être sûr de ne pas être dans le trouble, puis pouvoir subvenir à nos versements si on aurait assuré une perte d'emploi. Puis le montant doit être fait certainement en fonction que tu payes cette protection-là, en fonction du montant que tu as payé ton véhicule. Exact. Mais nouvellement, on peut tronquer nos primes puis couvrir les gens sur une certaine durée parce qu'on sait que les gens financent ça sur 8 ans, bientôt 10, là, si ça continue, ça va Dans le monde de la moto, on a du 10 ans. Oui, c'est ça. Oh oui. Il y en a qui veulent tellement être dans la gang, tu sais, qui veulent avoir une Harley ou peu importe la moto, qui veulent faire partie de la gang. Là. Ils vont prendre du 10 ans là, pour leur moto là, facilement, là, du 12 ans même. Là. On a-tu une idée de... Est-ce que ça va finir par se stabiliser à un certain moment? Ça va se stabiliser, puis je suis pas placé pour parler pour les banques en ce moment, mais on a à peu près 20 prêteurs avec qui on travaille, puis ils sont à peu près tous unanimes pour dire que c'est pas mal fini au niveau de la hausse. Là. OK. On peut pas être devin puis garantir ça. Là. Je garantirai pas ça aujourd'hui, ça c'est sûr, mais on est pas mal... c'est la rumeur. C'est la rumeur, c'est la tendance. La tendance s'en va vers... On croise les doigts. c'est Là, ça, Oui, on exact. croise les doigts, ça a limite. beaucoup d'impact. C'est ça. Ouais. Fait que, Puis là, pour un client qui s'en vient ici, bon, il choisit sa voiture qu'il veut. Comment tu analyses son crédit? Comment ça fonctionne à partir de là? Comment tu sais si tu t'en vas à un crédit première chance ou deuxième chance ou 3, 4, 5? On travaille avec 2 bureaux de crédit. On a Equifax et on a TransUnion. Fait que c'est deux firmes qui donnent un registre sur le crédit de la personne avec qui on a devant nous pour voir son crédit actuel, l'indice de son crédit dans les prochains mois aussi avec les décisions qu'il prend actuellement. Puis, c'est résumé sur un pointage entre 900 et 300. Puis, à partir de ce moment-là, ben, on peut jauger notre client avec ça. Mais, tu sais, il y a des clients qui devraient être du deuxième chance, mais avec les contacts, puis les spécialités, puis les forces de chaque banque, on est capable de sauver aussi ces clients-là, puis de les garder en crédit régulier. Fait que des fois, des petites décisions comme ça peuvent représenter beaucoup de dollars en intérêts sauvés. Fait que de là, l'importance de faire affaire avec une place qui sait où ce qui s'en va au niveau du financement, puis de faire les choses de la bonne façon de la première fois. Là. Moi, j'ai appris quelque chose. Là. Vous allez peut-être me trouver un peu nounoune, là, mais moi, ma mère m'a tout le temps dit, Annie Martel 2 plus 2 dans son compte, ça fait moins 8. C'est sûr que... C'est un peu dépensière. Non, mais je savais pas que quand tu fais une demande de crédit, ça affecte ta cote de crédit. Mais c'est niaiseux, mais je ne le savais pas. Puis je le savais pas. Puis, juste vous donner un exemple, tellement je suis nounoune, à un moment donné, on décide d'instaurer des demandes de crédit en ligne sur le site de Léo Harley. Puis là, je voulais voir si ça fonctionnait. Fait que moi, je fais un test, mais je mets pas John Doe, là. Je mets Annie Martel, toutes mes infos. Puis là, la fille au crédit, elle vient me voir, puis elle me dit « Annie, t'es approuvée pour un prêt de 56 000 pour l'achat d'une moto. » On t'attend, t'es où? Là, je fais « Quoi? Non! » Hey, je capotais. Mais là, elle ne savait pas. Ça affecte ton taux de crédit. Mais je ne le savais pas. Puis il y a bien du monde qui, semble-t-il, ne le savent pas.
Pour une demande de crédit pour la même raison dans un court délai, ça peut être considéré comme une seule demande. Ça peut être normal d'aller à une place puis de dire c'était pas ce produit-là finalement. Je me suis ramassé à l'autre place puis on a fait une demande de crédit qui souvent est avec la même institution financière. Là. Dans les véhicules neufs surtout, c'est à peu près toutes les mêmes banques qui subventionnent les constructeurs automobiles. Donc j'ai failli me ramasser avec un CVO. C'était ma prochaine question finalement. Avec 56 000, t'as acheté quoi? J'ai acheté fuck all. C'est ça. Et puis là, mettons là, que tu veux donner, parce que toi, tu es là-dedans, tu veux donner des cues aux gens pour justement améliorer leur code de crédit pour venir s'acheter une voiture. Qu'est-ce que tu conseilles? Les cartes de crédit, c'est super important. Là. Les limites de cartes de crédit, souvent, sont surutilisées. Il faut garder les cartes de crédit à zéro dans un monde idéal, là, mais en bas de 30 ça peut avoir une grosse... des fois, juste la répartition de vos dettes sur différentes cartes de crédit que vous possédez peut vous faire gagner 60 points en un mois. Là, c'est vraiment mal bâti le crédit des fois pour certaines choses. Là. Puis certains produits... Mais c'est drôle parce que ça donne une illusion que les cartes de crédit sont basses, mais tu en as plusieurs au lieu d'une. Exact, mais tu répartis ton ratio total sur tes cartes différemment, puis c'est mieux perçu que d'avoir une carte loadée que tu laisses avec un sol trop élevé. Mais c'est quand même spécial parce que, tu sais, moi, j'ai été longtemps, tu sais, je reviens à ce que je vous disais, ma notion avec l'argent est un peu touchée qu'on a une relation. Selon ta mère. Selon ma mère, mais même mon chum pourrait te dire aussi la même chose. Inquiétez-vous pas, j'ai été capable de m'acheter un char neuf, première chance. Mais tout ça pour dire que... des fois, j'étais comme, je sais pas, j'avais plus de carte de crédit. Puis là, on me dit, mais tu sais, si tu veux bâtir comme il faut ton crédit, t'es mieux de t'en prendre une. Mais je suis ouais, mais je paye tout cash. Si j'ai pas l'argent, c'est parce que j'ai pas les moyens. Non, mais tu payes sur la carte de crédit, tu repayes tout de suite. Ça, c'est super mais bon. Mais ça, c'est la technique c'est la façon de faire. C'est d'avoir un roulement avec un ratio d'endettement le plus bas possible parce que ça reste ton baptistère du crédit. Les gens vont se baser là-dessus pour te dire. On peut l'appeler de même si on veut. Les banques vont se baser là-dessus pour te donner de l'argent ou pas. Fait que si tu payes tout cash, à moins que tu te prennes en selfie avec l'argent quand tu achètes quelque chose puis tu montes ça au banquier, il n'y a pas grand-chose sur quoi se baser. Ouais, c'est ça. L'argent que tu sur la table. Ouais, c'est ça, exact. Je fais pas ça. Le Revenu Québec revient dans le décor puis ça finit. Là, quand tu parles de points, comment ça fonctionne, la cote de crédit? Parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui n'ont même pas aucune idée comment ça fonctionne. Là. C'est sur combien? Je confirme qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ça fonctionne parce qu'on traite avec eux tous les jours. Là. Mais non. J'avais raison. Le pointage, en fait, plus ton crédit est en santé, plus ton ratio est bas, puis plus tu as une historique de crédit importante, parce que avoir un accédé pour un laptop à 600 puis tu te présentes pour un RAM à 150 000 avec les options, c'est sûr qu'il manque un petit peu de contenu pour avoir un financement, mais fait que la cote de crédit, c'est une chose. Tu peux avoir une belle cote de crédit super haute, mais sur une carte de crédit de 1000 seulement. Donc, c'est facile d'avoir une cote basse. Mais si ta carte de crédit de 1000 est à 800, ton score élevé peut devenir 150 points plus bas juste à cause de 800 parce que ta vie représente 1000 sur un bureau de crédit. Fait que plus tu as de produits, plus tu as d'historique, plus tu as de transactions de fait, bien payées naturellement, ça va amener une cote plus élevée, mais plus solide aussi, qui va être moins à porter à changer avec les mois. Parce qu'à chaque mois, il y a une mise à jour qui est faite. Puis, à chaque mois? Oui. OK. Fait que dans le fond, pour vous donner une idée, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur des applications comme Karma Crédit, puis Desjardins, je pense Moi, j'ai Desjardins, tu sais, je vais voir ça. Il faut faire attention avec cette application-là, parce que souvent, le pointage qu'eux vont vous montrer, puis qu'est-ce qui est réellement, parce que c'est pas le même type de pointage, c'est pas calculé de la même façon, ils vont vous le mettre plus haut pour vous inciter à consommer. Fait qu'il faut faire attention. Parce que le bureau de crédit en soi, si on va chez Equifax puis chez TransUnion, juste ces deux-là, qui sont deux compagnies qui font la même chose, peuvent avoir des différences de 100 points du même client parce que le produit Desjardins n'est pas affiché sur un ou sur l'autre. Puis il faut faire attention. Puis vous pouvez demander, vous pouvez appeler, pas appeler, mais écrire à Equifax pour avoir votre dossier de crédit aussi. Absolument. Si vous voulez suivre vos affaires, pour voir où vous en êtes. Non, parce que ça ne joue pas sur le crédit. Puis il y a un numéro avec un endroit où est-ce qu'on peut parler chez Equifax qui coûte 50 $ du document, qui peuvent effacer des choses qui traînent puis faire un ménage rapidement pour avoir une mise à jour rapide pour pouvoir faire une transaction quand on est pris puis on doit faire une transaction au niveau du crédit. On peut appeler un numéro 1-800 puis demander à avoir un mode accéléré pour pouvoir régler des choses puis faire du financement quand on a besoin d'une hypothèque ou quelque chose comme ça. Puis, admettons, moi, j'ai magasiné une voiture ici, là. Oui. Un Jeep dans lequel... Cherokee dans lequel un Jeep dans lequel je peux embarquer sans trop me lever à patte, là. Sans caisse de pommes. On va parler de marche-pied tout de suite. C'est ça. Tout ça dans mes pièces. Donc, j'ai acheté une voiture.
tu me proposes des options, bon, ben tu veux-tu le payer sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, tu nous conseilles aussi, tu sais, c'est ça ta job, là. C'est un montant financier, mais c'est une question d'engagement mensuel aussi, tu sais, il faut être capable de subvenir à ce montant-là. Question à 1000$. Vas-y. Suggères-tu le 2 semaines ou le mois pour le paiement? Qu'est-ce qui est le mieux selon toi? On va dire les vraies choses, c'est un show de boucan. Là. Okay. On finance un véhicule à un même montant, sur un même terme, c'est redivisé différemment pour arriver au même résultat. OK. Fait que, c'est pas comme une hypothèque financée sur... Oui, parce que l'hypothèque, ça a une incidence en accéléré. On peut aller chercher un gain en frais de crédit et payer moins cher en intérêt. Mais si je fais un calcul avec une cédule d'amortissement sur un 2 semaines, sur 1 semaine ou sur un mois, d'un DMS à l'autre, il pourrait avoir une différence de 3$. Okay. Basez-vous pas là-dessus. C'est pas magique non plus, tu sais, entre le 3 ans, le 10 ans, tu sais, c'est pas magique, c'est pas parce que tu t'étires, oui, mais tu payes plus d'intérêt en bout de ligne, là. On paye plus d'intérêt, mais tu sais, il y a différentes façons de voir les choses. Ça peut être un outil de financement de financer sur 96 mois. Je vais vous donner l'exemple des gens de la construction, parce que c'est quand même une clientèle importante chez nous. Oui, puis un camion, c'est beaucoup de sous, là. C'est ça. Puis c'est quelque chose qui est indispensable pour eux. Ils ont besoin de ça pour travailler. Donc, c'est des outils de travail qui peuvent être plus chers qu'un véhicule standard. Puis, c'est vraiment pour une question de capacité de remorquage. Fait que souvent, on va utiliser un type de financement à 96 mois, sachant très bien que le client ne le gardera pas. Mais on va avoir un système qui va calculer la valeur du véhicule versus le terme dans 4 ans, combien qu'on doit versus combien que le véhicule peut valoir. Puis on va anticiper un changement de véhicule après 4 ans seulement. Donc, c'est un prêt ouvert, puis les intérêts vont être chargés sur 4 ans et non sur 8. Puis la différence des intérêts s'efface au changement de véhicule. Okay. C'est ce qu'on appelle la balloon, c'est ça? Bien, s'il y a une équité négative, on va appeler ça une balloon. Mais dans ça. ces temps-ci, on parle plus d'équité positive parce que les véhicules d'occasion valent super cher. On a un manque de véhicules neufs causé par la COVID puis les micro-puces. C'est encore vrai? C'est encore ça. Il y a du retard à aller chercher encore. Là. C'est pas encore remis à jour. Certaines compagnies ont de l'inventaire, comme chez Daimler Chrysler, soit dit en passant. Il y en a d'autres qui ont plus de misère, puis on n'aura pas de nom. Fait que c'est ça, on a quand même des véhicules qui valent cher dans l'occasion. Puis les gens qui ont acheté des véhicules il y a 2 ans ici dans l'occasion, c'était pas rare de racheter les véhicules plus chers que ce qu'ils avaient payé chez nous. C'est fou, hein? Pour vous donner une idée du manque de véhicules neufs que ça a pu causer. Là. Il y a des concessionnaires, des fois, tu te promènes sur des autoroutes, là, puis tu les vois sur le bord de la route, puis que les showrooms sont vides. Ouais, c'est ça, exact. C'est fou, ouais. Vraiment. Bien, donc là, je pense qu'à la maison, vous pouvez comprendre que David s'y connaît beaucoup en financement. Si vous avez des difficultés, il ne faut pas être gêné. On peut y aller. On a un exemple de deux faillites en 10 ans. Il envoie de toutes sortes. C'est fait pour ça. C'est fait pour être utilisé. Donc, plus de 20 banques en plus, ça te donne vraiment, toi, des chances d'aller chercher le plus possible pour tes clients. Là. On a du choix, ça c'est sûr et certain, mais on essaie d'avoir tous les outils pour pouvoir aller avec toutes les situations. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est des fois quand tu le sais que tu as une cote de crédit qui n'est pas très bonne, puis tu veux quand même changer de véhicule, c'est toujours fait dans le respect, puis c'est confidentiel. C'est des dossiers confidentiels. Il y a des choses compréhensibles qui arrivent dans la vie d'une personne. Et puis c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir cette division-là, parce qu'à la fin de la journée, les gens doivent se rendre au travail, les gens ont besoin d'une voiture. Ben oui. On est pris un peu avec ça, puis on doit continuer de vivre. Fait que des fois, on a peur de la réponse qu'on va avoir, puis souvent, les gens sont surpris de comment ça se termine. Ils avaient envisagé le pire, puis ils se rendent compte que finalement... C'est des belles histoires, justement, de gens qui pensaient pas pouvoir, puis qui sont partis avec une voiture. Tu dois recevoir beaucoup de bouteilles de vin en cadeau, toi. Exactement. Je suis passé de 40 à 42 de veston, fait que oui, ça commence pas qu'on trouve une solution. Là. C'est bon, chocolat, vin... un gros merci, David Brouillard. À la maison, n'hésitez pas. Blainville Chrysler, Daimler Chrysler sont ferrés en financement. Première et deuxième chance, et troisième, quatrième, cinquième. Exact. Donc, venez les voir si vous avez des questions, si vous voulez une voiture et que votre crédit est un peu affecté. Puis, honnêtement, merci beaucoup parce qu'on a appris beaucoup sur tous les taux d'intérêt et le financement. Ça fait plaisir. Et on revient tout de suite après avec Annie. Oui. Annie qui nous jase de... On fait la guerre. On fait la guerre. On fait la guerre après la pause. Faites l'amour et non la guerre. Peace. Hey, salut tout le monde, ici Jacinthe pour le groupe Daimler Chrysler. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les tripeuses de véhicules modifiés pour vous présenter notre gamme Black Ops. Vous avez un projet de modification en tête? Nos spécialistes Black Ops peuvent les réaliser avec vous. Venez les rencontrer, ils seront à l'écoute de vos besoins.
Nous sommes de retour au balado Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, entourée toujours de Annie Martel, Nadine et David. Bonjour. Débrouillard. Oui, débrouillard. On l'a vu dans la chronique avant. Oui, c'est ça. Et là, Annie, on fait la guerre? Non, mais moi, je suis plus du type faites l'amour et non la guerre, mais on n'a pas le choix d'en parler. Tu sais, comme vous le savez, je suis une passionnée de moto et la moto a eu un gros... En fait, la guerre a eu un gros impact sur le monde de la moto. Et là, je ne suis pas une historienne, d'accord? Je tiens à le préciser, mais quand même, j'aime l'histoire et l'histoire de la moto, peu importe la marque, avec l'histoire de la guerre, comment ça s'est passé, ça m'intéresse beaucoup. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier la Gabière pour commanditer cette chronique. Cheers, les amis, merci d'être là. Merci. Si vous me permettez, je vais m'hydrater une petite gorgée Oui, de puis thon. moi, je suis en moi sans alcool et j'ai leur sans alcool qui est délicieuse, qui Ta goûte blonde. vraiment. Elle goûte la bière, c'est ça que tout le monde dit. Oui, je vraiment. m'attendais pas à ça. Des super de bonnes critiques. Ils ont 3 sortes, puis ils en sortent une 4e là, de Sans alcool. Oui, vraiment. Fait que voilà. Bravo. Alors, salutations, Martin, t'as bien Bravo, fait ça. Martin. Oui, voilà. Donc, l'histoire de la moto à travers la guerre, c'est quand même passionnant, je vous dirais. Vous savez, à la Première Guerre mondiale, les motos ont commencé à avoir un impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que les militaires et la moto ont toujours été étroitement liés ensemble. Et encore aujourd'hui, là, le monde de la moto et les militaires sont liés pour diverses raisons et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Évidemment, on pense moto militaire, on pense à Harley Davidson, mais aussi il y a Indian, BMW, il y en a d'autres qui ont eu un gros impact. J'ai des petits fun facts pour vous sur la moto en temps de guerre, mais juste avant d'aller là, je vais vous raconter un peu l'histoire. Dans le fond, on a remplacé les chevaux qui étaient à utiliser lors du début de la Première Guerre mondiale parce qu'ils étaient lents. Puis là, on a comme vu apparaître les motos, puis on a fait « Hey, ça pourrait nous aider, ça! » bien des chevaux. C'est ça remplace, ça coûte pas cher de nourriture, tu sais, ça sent moins mauvais. On va y mettre dans le moteur. Puis... Oui, c'est ça. Donc, on a décidé d'y aller avec les motos. Et c'est les motos Harley Davidson qui ont séduit l'US Army à l'époque, qui ont été utilisées pour la première fois en 1916 lors de la guerre au Mexique contre l'armée de Pancho Villa. C'est là que ça a commencé à être... Pas comme Pancho. Pancho Villa. À ce moment-là, il y a plus de 70 000 motos qui ont été fournies aux armées américaines. 70 000, 70 000. C'était des Indiennes à ce moment-là. Oui. Donc, même si Harley séduisait, massivement, ça a été les motos indiennes qui ont été... 70 000. Ça en fait, là, ça a créé de la production. Pas pire inventaire. Oui, vraiment beaucoup. Donc, ensuite de ça, c'est là que les motos Harley ont débarqué sur le continent, où là, les États-Unis ont demandé à Harley Davidson à Milwaukee, hey, produisez-nous des motos en 1917, puis on aurait besoin de les amener en Europe pour aller faire la guerre. Donc, en 1917, donc, les motos apparaissent du côté de l'Europe. Et là, en 1918, on se dit, ben là, on en veut massivement, on en veut beaucoup. On a besoin de vous pour les amener. Et là, c'est près de 90 000 motos qui ont été fournies à ce moment-là. Ça en fait en maudit de la moto, tu sais. Puis, quand on pense à moto de militaire, ils ont tous pas mal les mêmes critères de l'année de la Première Guerre. C'est le vert kaki, qui était très populaire. Même qu'il y a différentes compagnies qui, par quelques années encore dernièrement... Harley en a sorti une. Oui, c'est en 2016, il y avait sorti la Slim à verte kaki avec l'étoile, dont Jeff Boudreau avait acheté, puis que ça a été une moto qui était hyper populaire. Ce vert-là était écœurant. C'est comme moi, en plus. Oui, elle était vraiment belle. Donc, c'est la couleur qui caractérisait cette moto-là. Aussi, la selle qui était large. C'était faite pour que les militaires soient confortables sur cette moto-là. Ça rappelait un petit peu les selles de quand tu faisais de l'équitation. Ah ben oui. Fait que c'est ça, la selle brune sur les motos. Fait que, tu sais, l'équitation puis la moto ont toujours été quand même proches, même dans l'habillement, mais dans le look de la moto aussi. Nadine, qui conduit un sidecar, on en a vu beaucoup de motos dans le temps de la guerre avec des sidecars. Oui, bien, BMW en ont fabriqué là, avec sidecar, puis justement, il y avait l'artillerie lourde. Il y en a un qui était au poste, qui pilotait, et l'autre... On a toute l'image. Bien armé, on voit, là, en effet. Puis d'ailleurs, moi, je possède
en fait, mon sidecar provient d'une Nipper. À l'origine, j'avais la moto qui venait avec aussi. Puis c'est carrément des copies, ça et Ural qui se fabriquent toujours de nos jours. Là. Qui ont le look armé, vraiment. Exactement, c'est des copies des BM de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que c'est en réalité. Oh. Puis, prochaine fois que j'embarque dans ton sidecar, je m'amène un fusil. Allô? Tenez le look au complet. Parce qu'au moins, ton père n'est pas chef de la police. Ça nous rassure. Bon. Je suis l'actualité, je m'excuse. Puis, c'est dans les années, un petit peu plus tard après, Harley sont arrivés avec les motos V-Twin. Et là, c'est là qu'on dit que les motos V-Twin, pour leur moteur bicylindre en V, c'est pour le V de victoire. Parce que c'est après ça que la guerre a été gagnée. Beau. Donc, on dit que ça a pu contribuer au succès de la guerre. Non, mais tu sais, on essaie. Il y a aussi, on parle des sidecars, mais il y a un autre modèle aussi qui était hyper populaire à cette époque-là. Les sidecars, c'était le fun parce que ça pouvait apporter les blessés. Tu sais, au lieu d'arriver avec les... Il n'y avait pas vraiment de grosses ambulances. Là. Donc, quand sur le champ de bataille, il y avait des blessés, bien là, on allait en moto, c'était plus bas, c'était plus facile à transporter, puis on mettait les blessés dans le sidecar, puis on pouvait les amener pour les soigner. Ça offrait quand même pas beaucoup de protection, une moto. Non, mais c'était quand même plus utile, plus rapide, moins visible qu'un cheval ou sinon les autres véhicules, tu sais, un char d'assaut, je sais pas. Ouais. Et après ça est arrivé aussi les cervicars. Est-ce que vous connaissez ça, les cervicars? Je ne connais pas. C'est les premières motos 3 roues qui ont existé. C'est à la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là que c'est arrivé. C'est là que, en fait, c'est dans les années 1934 que ça commence à être créé. Puis, c'est suite à un deal que Roosevelt a fait. Puis ça a finalement amené à la création du Cervicar parce qu'ils ont eu du financement. Puis le du financement, tu penses-tu qu'il aurait passé à la deuxième chance au crédit? Je pense qu'avec l'année modèle de l'unité, on serait pas bon, là, mais il faudrait qu'on regarde. Là. Faudrait juste voir. C'est l'administration américaine qui se servait de ces véhicules-là. Puis du côté militaire, ça a été super pratique. Le Cervicar, dans le fond, là, c'est comme une moto 3 roues, mais l'arrière est un gros coffre. OK. Fait que, tu sais, on pouvait transporter. Oui, c'est super pratique. On en a eu un pendant quelques temps en démonstration chez Léo, un vieux des années 40. Puis c'est vraiment une belle machine. Puis ça a été comme un peu le préambule aux motos 3 roues, les trails qu'on a aujourd'hui. C'est inspiré un peu des cervicars. C'est vraiment comme ça qu'on appelle ça. Puis ça a vraiment été avec Roosevelt en 1934 que ça a été créé. Puis aussi en 1941, les Forces armées américaines ont décidé de lancer un projet expérimental. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de tout ça? Et non pas sur des humains, mais sur des motos. Ah ouais? Ouais. Ils ont demandé, dans le fond, de fournir aux forces terrestres... Ils ont demandé à plein d'écuries, je veux dire des écuries de moto, mais des compagnies de moto, de travailler sur des projets de moto pour fournir aux forces terrestres des véhicules rapides, fiables, endurants, puis qui vont vraiment comme aider les forces armées. Puis c'est là que BMW est entré en jeu avec leurs motos, puis les sidecars dont tu nous parlais, puis ce qu'on appelle l'Africa Corps de Rommel, qui est... qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui était populaire à cette époque-là aussi. Puis, c'est en 1945 que là, les Harley-Davidson ont réussi à fournir 90 000 motos, encore une fois, pour les forces armées militaires. 90 000, c'est fou, hein? 90 000. Mais en 1945... Mais ça, la guerre, même si on n'est pas d'accord, ça a quand même... Ça a quand même créé beaucoup d'emplois. Ben oui. Ça a permis à des industries de survivre, à des gens de gagner leur pain. J'ai une question, par exemple, par rapport à ça. Il s'est passé quoi avec tous les chevaux qui ont perdu leur emploi? Ils sont dans un ranch quelconque. Ils sont avec Spirit, le talon des plaines. Ils vécurent heureux. Oui, c'est ça. Et eu beaucoup de petits pas mal plus qu'à la guerre. Ouais, plus safe un peu comme deuxième job. Oui, puis dans le fond, on dit que la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui a vraiment sauvé la compagnie Harley-Davidson parce que ça a créé de l'emploi, ça a créé, tu sais, vraiment un engouement. Puis il y avait comme une petite crise économique aussi, fait qu'une chance qu'il y a eu ça. Puis c'est dans les forces armées pour s'aider, dans le fond, à être capable de se débrouiller par eux autres mêmes dans un champ de bataille si une moto brisait. Ils ont commencé à former des militaires vraiment pour leur donner des cours de mécanique pour être capables en bataille ou sur le terrain de réparer leur moto puis se débrouiller par eux autres mêmes pour pas avoir à faire, je suis partie pour dire appeler.
leur cellulaire puis appeler le mécanicien. Non, avec leur gros téléphone, c'est ça. Appeler CAA. Une clutch qui brise en combat, là, c'est plate. Là. Ils faisaient quoi toutes ces motos-là, une fois la guerre terminée? Ben, une fois la guerre terminée, c'est là que il y avait tellement des motos en pièces détachées un peu partout que les gens ont commencé à rapiécer ces motos-là. Puis ensuite de ça, est arrivé un peu le style bobber, moto un peu modifiée, les fourches allongées. Fait que parce que les gens rapiéçaient des motos avec des vieilles pièces qui avaient servi à l'époque des restants. Tu sais, des restants, c'est bon. Fait que c'est bon même dans le monde de la moto, des restants, c'est bon. OK? On retient ça. Sinon, je vais avec des petits fun facts rapidement. Donc, je vous ai parlé qu'on demandait aux militaires d'apprendre comment réparer leurs machines par eux-mêmes. Sinon, les motos militaires canadiennes ont été utilisées par les Forces armées canadiennes en 1908 pour la première fois. Ensuite de ça, au cours de la Première Guerre mondiale, les motocyclettes de marque Triomphe sont devenues la principale machine utilisée par l'armée utilisée par l'armée américaine, l'armée canadienne. Donc Triomphe. Ouais, au début c'était vraiment Triomphe qui a triomphé. D'accord. Je vous rappelle que je suis levée depuis 2 heures ce matin et il est maintenant 22 heures. Et tu te relèves demain à 2 heures. Oui, c'est ça, tantôt. L'armée canadienne a aussi fourni des casques à tous ses motocyclistes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le casque d'origine était connu sous le nom de casque en pulpe, car il était fabriqué à partir de papier mâché durci. Oh, fait qu'imagine... Ça devait protéger sur un moyen temps. Ouais, un petit des balles pis tout. un petit coup d'AK-47 dans la tête, t'es bien protégé. Mais non, t'es correct, t'as ton caisse en papier mâché. Ben oui, fait que... Il est-tu séché? Je peux-tu partir? En fait, il faisait direct sa tête. Ouais, c'est ça. Il moulait vraiment. Attends un petit peu. Il en Je manque un peu, suis là. rendu dans le nuque, on devrait être bon demain pour partir ça. Ensuite de ça, petit fun fact, les contributions des motocyclistes militaires ayant défendu notre pays ont été reconnues en 2008 lors de leur intronisation au temple de la renommée de la moto au Canada. Je t'ai pas écouté, tu me regardes. J'ai manqué le début, puis là, je suis. À la maison, je suis certaine que vous suivez. T'avais juste à m'écouter, tu me réécouteras en rediffusion sur YouTube, d'accord? Ou sur les ondes de BPM. Oui, c'est ça aussi. Puis, en terminant aussi, le premier soldat allié à toucher le sol allemand après la déclaration de la trêve l'a fait sur une moto et on écrit Max Burns et Ken Messenger dans le Patchwing Well. Ça a été vraiment... Patching Well? Patching Well. Pas le Patching Well. Ouais, madame. Puis tout ça pour vous dire que, tu sais, d'entrée de jeu, je vous disais que, bon, le monde de la moto puis la guerre sont étroitement liés. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, les propriétaires, les gens qui sont des militaires ou des vétérans bénéficient de rabais dans certains concessionnaires de motos en montrant leurs plaques. Je pense aux concessionnaires Harley, mais ça se fait aussi dans d'autres compagnies. Même Harley-Davidson ont une marque de vêtements spéciale pour à l'effigie des militaires. Ah ouais? Puis ils remettent des profits aux vétérans, puis tout ça. Fait que ici au Canada, malheureusement, on n'a pas ça, puis je trouve ça super dommage parce qu'on en a beaucoup des bases militaires ici au Canada. Mais malheureusement, écoutez, là, je lance le message à Harley, mais c'est juste aux États-Unis. J'en ai bénéficié, moi, un petit peu sur toute réserve. Là, quand j'ai fait mon fameux road trip où j'ai acheté une vieille Triomphe au Texas, qui est morte 3 jours plus tard. Je venais de quitter le Texas, j'étais rendue en Louisiane, puis c'est ça, sur le bord de la route, puis de moto. Celle-là n'a pas triomphé, celle-là. Elle n'a pas triomphé, celle-là, malheureusement, parce qu'elle lookait, je l'adorais, mais je me suis ramassée dans pas un concessionnaire, c'est un garage, je ne savais pas trop où je m'en allais. Et ils ont été tellement exceptionnels, puis finalement, c'était pas vraiment réparable, ça valait pas la peine. Je me suis ramassée chez Harley à Alexandria, en Louisiane. Et puis là, j'ai décidé de loader ma carte de crédit. Pour acheter une moto. Là, je vais avoir une moto pour me rendre à la maison, mais je vais la revendre en venant parce qu'il y a un manque de motos sur le marché. Et puis là, ils ont été tellement géniaux, puis pour m'accommoder, puis la rendre la plus accessible possible, que je puisse me la payer, ils m'ont offert tous les rabais qu'ils pouvaient, dont le fameux rabais vétéran. Ils ont triché un petit peu pour m'organiser non, mais toi, ça. tu t'as fait l'amour et non la guerre. Exactement. Puis le problème, c'est que j'ai jamais vendu la moto quand je suis revenue. Non, tu tombe en amour. Un gros merci, Annie. Je l'ai payé. C'était super intéressant. Fait que la morale de l'histoire, c'est faites l'amour et non la guerre. À la maison.
Et on revient, On revient à toi, Cindy, ton cerveau, ça revient. Annie me fait souvent, merci, on revient après la pause. On parle d'un grand qui nous a quittés avec Nadine, malheureusement. Donc, on va y faire un petit hommage après la pause. On est de retour au balado Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, accompagnée d'Annie Martel. On a David Brouillard de chez Demel. Avant que tu le dises. Ouais, Des brouillards. Et Nadine qui est là, qui va nous jaser de Ken Block, qui malheureusement, le 2 janvier dernier, dans un accident de motoneige au Utah, est décédé. Un grand de l'industrie des sports motorisés, mais pas juste ça. Puis je sais que toi, ça te rejoint parce qu'il a été très actif aussi dans le monde du skate, du snowboard. Tu me connais. C'est ça. Alors, tu nous fais un petit hommage de Ken Block aujourd'hui. Ben oui, hélas. Il le mérite, hein? Il le mérite. Écoute, il a changé la face, je pense, du sport automobile. Il l'a rendu vraiment plus accessible, surtout au niveau du rallye, parce qu'il faut comprendre que le rallye ici, c'est pas aussi populaire qu'en Europe. En Europe, c'est comme le NASCAR aux États-Unis où c'est pratiquement une religion. Puis moi, mon conjoint, c'est un passionné de rallye automobile. Donc, Ken Block chez nous, j'en ai visionné. Ben, lui, Sébastien Loeb, un Français, que c'est son dieu ultime. Mais il a eu la chance de voir Ken Block. Ken Block avait été de passage à un rallye à Sainte-Agathe en 2012. Ah ouais? Il avait eu la chance de le saluer. Il avait parlé à Pastrana également. Pastrana s'était rendu à un autre rallye également. David Pastranas? Travis, oui, de Nitro Circus, de cette gang-là. Alors, oui, donc lui, Ken Block et Travis, ailleurs, on leur doit une fière chandelle parce qu'ils ont vraiment mis le rallye au niveau États-Unis et Canada sur la map. Parce qu'on en avait besoin. Comme je dis, en Europe, ici, ça gagne à être connu. Et ils ont fait un travail exceptionnel, donc particulièrement Ken. Ken aurait également révolutionné le milieu de la vidéo au niveau des sports, là, que ce soit la GoPro quand elle a fait son apparition et tout ça. Lui, il a fait des productions qui sont absolument incroyables. Fait que je vais vous parler un petit peu de son parcours à Ken. Ken, c'est un petit gars de la Californie. Ouais. Comme tu l'as mentionné, un skater boy qui, dans son jeune temps, a décidé de quitter la Californie, de lâcher sa job, des études et de s'en aller au Colorado pour faire carrière dans le snowboard. Malheureusement, après quelques années, il s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas le talent à ce niveau-là. C'est pas évident de le faire dans les professionnels. Il est donc revenu en Californie. Il est retourné aux études et c'est en allant en design. Et c'est là qu'il a fait la rencontre de Damon Way, qui est le grand frère de Danny Way, qui est un célèbre skateboarder. Et ensemble, ben là, avec leur piqûre du design et leurs amours des sports extrêmes comme ça, ils ont parti des petites compagnies très modestement pour se mettre à vendre des vêtements dans le milieu du snowboard. Et puis, c'est en 94, si je ne me trompe pas, oui, en effet, qu'ils ont fondé DC Shoes. DC Shoes, DC compagnie, là. Oui, compagnie donc, de rien. oui, ils sont partis de rien. Ben oui. Danny Way, c'est pas le premier à avoir sauté en bas d'un hélicoptère dans une rampe, c'est lui, ça, hein? Danny Way, c'est lui. Alors, lui, avec son frère, qui était propriétaire, Damon, le grand frère de Danny, bon, c'est ça. Ils ont parti des six choses comme ça. Ken a emprunté un gros 10 000 à ses parents afin d'avoir la moitié des parts avec Damon. Et un an plus tard, des revenus en 95 de plus de... C'était combien? Ça a explosé, là. 7 millions de ventes en un an. Puis on parle, il y a plusieurs années, là, ça représente beaucoup d'argent. En 95, 7 millions US, évidemment. À vendre des espadrilles, c'est principalement ça qui était populaire beaucoup. Là. Ouais. Alors, ils ont fait leur marque comme ça et ils ont finalement vendu à Quicksilver en 2004 pour la modique somme de 87 millions. Donc, ça a bien été. On parle d'un 10 000 bien investi. Vraiment, on parle de retour sur investissement, là, ça serait un bon exemple. Fait que lui, il voit que le succès, là, en fait, il le doit, il dit, aux athlètes qu'il a commandité au travers de ça. Fait que c'est là qu'il a fait rencontrer autant les pros là, du skateboard, du snowboard. Il s'est fait des bons contacts dans ce milieu-là. Puis c'est là aussi qu'il a adopté un mode de vie plus sain, puis il a pris soin de sa santé mentale, autant physique, parce qu'il voulait être en top shape pour compétitionner avec ces gens-là. Puis là, avec les beaux revenus qu'il a fait à la vente d'ici, ben, il a décidé de mettre sur pied sa compagnie à ce moment-là. En fait, c'est en 2004 que Travis Pastrana a été signé dans l'équipe de rallye
aux États-Unis, puis là, lui, il l'a vu aller, puis il a fait comme « Oh, attends une minute, c'est quoi ça, ce... » Là, il a mis le skate, le snowboard de côté, et il a découvert le sport automobile, le rallye, puis il a fait comme « Wow, c'est pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où il faut que je signe. » Et c'est surprenant parce que quand on le voit aller, puis si vous avez vu quelques-uns de ses vidéos, tu te dis « Mon Dieu, lui, il est né sur une banquette arrière d'un char de rallye, ça se peut pas, là, un contrôle comme ça. » Mais pour beaucoup de gens, je suis certaine que les gens savent peut-être même pas nécessairement son passé dans DC Shoes. Parce qu'il est tellement impliqué depuis plusieurs années dans les sports motorisés qu'on dirait qu'il vient de là, exactement comme tu viens de mais dire. il a mis, écoutez, c'est à l'âge de 37 ans qu'il a commencé le rallye. C'est inspirant, il a pris ses premiers cours à 37 ans. Et puis là, en 2005, il a terminé sa formation de pilote de rallye. Et puis, il a fait une formation pas très loin, dans le New Hampshire, ici, sur la côte Est. Et puis, il s'est lancé là-dedans. Puis, dès sa première année, à la première saison, il a terminé 7e dans un event de snowdrift. Il s'est classé 5e dans le groupe N. Puis, il a fini vraiment les championnats américains en 4e place, en remportant le trophée de Rookie of the Year, un rookie en français. Ben ouais, c'est le débutant. C'est ça, la recrue. C'est le mot exact que je cherchais. C'est impressionnant. C'est fou. Puis c'est inspirant aussi parce que, bon, à 37 ans, il s'est dit, ben moi, ma nouvelle passion, c'est ça. Je saute, j'y vais. Donc, tu sais, quand on a des rêves, on n'est jamais trop vieux, je pense, pour essayer de les accomplir. Quand tu trouves vraiment ta passion comme ça, écoute... Puis... J'ai fait de la planche à roulettes. J'ai été commandité en planche à roulettes. Planche à roulettes, ça trahit ton âge. Par EQ dans le temps, ici, à Laval? C'est EQ, ouais, sur la roulis roulant, en équilibre. C'était Performance Saint-Sauveur. OK. Puis je connais toute l'équipe d'ici de ces années-là, mais j'avais aucune idée que Ken Block était un investisseur majoritaire de cette compagnie-là. Je l'ai jamais associé au skate. J'ai toujours vu Ken Block dans le rallye automobile. Puis à même titre que Travis Pastrana. Qui faisait du roulis-roulant. Je savais pas qu'il faisait du roulis-roulant encore. J'ai jamais su qu'il a touché au roulis-roulant. Il est débrouillard. C'est incroyable quand même. Hein? C'est pour ça que je connaissais Danny Way puis tous ces gens-là qui ont fait partie de l'équipe d'ici, mais j'avais aucune idée. Ils sont funky, les gars de finance. C'est fou, hein? On pense. Je me suis brisé des os avant de faire du financement. Là. J'ai une fracture du tibia puis du fémur avant de parler de taux d'intérêt, je te le jure. Ouais. Donc, c'est ça, 2005, première année, et il remporte des championnats. Ben, il se classe plutôt très, très bien pour un gars qui fait que commencer. Il va même jusqu'à battre Travis Pastrana, qui était son mentor. Le beau Travis, on l'aime, lui. Et aussi. Mais je fais une parenthèse sur Travis Pastrana puis Ken Block, mais j'ai vu une vidéo, puis c'est là que j'ai appris à connaître Ken Block, parce que, saviez-vous que Travis Pastrana, il a sa propre île? Non, je sais pas. Non. Ben, je sais qu'il y a son Pastrana Land chez lui. C'est ça. C'est puis quelque tu chose. peux réserver puis aller là-bas, faire du surf, des cours de motocross. Si mon chum écoute ça, là, Puis tu peux aller faire du côte à côte dans le désert, des formations. En tout cas, combien d'années de mariage? Ça peut faire un beau cadeau, ça. Ça va coûter cher. C'est super hot. Puis Ken Block a participé à des vidéos qu'ils ont faites pour promouvoir cette place-là. C'est vraiment hot, honnêtement. Il y a tellement de séries de vidéos, je m'en viens avec ça pour parler de vraiment ce qui l'a rendu au-delà du rallye encore plus populaire. C'est ces fameuses vidéos. Donc là, 2006, il rejoint l'équipe de Subaru avec Travis. Il participe à ses premiers X-Games, remporte le bronze, termine 2e cette fois-là et non 4e aux nationaux. Et contre 2007, il poursuit sa montée, encore des X-Games. Cette fois-là, il va pour l'argent, termine 3e aux nationaux, continue en 2008, gagne sa première course au Canada en 2008. Puis il termine premier au rallye de New York, au USA, bien entendu. Toujours une participation aux X-Games. Et ça continue. Et en 2010, c'est là que tout explose pour lui. Il quitte Subaru, il s'en va rejoindre l'écurie Ford à ce moment-là. OK. Et c'est là qu'il va créer le fameux Monster World Rally Team. Il crée sa propre équipe qui va changer de nom en 2012, qui va devenir le fameux Hoonigan Racing qu'on connaît, dont on voit partout la fameuse Ford Fiesta qu'on a vue là, au début, là, c'est ça? Exactement. La petite voiture avec aucune puissance. En 2010, il va également créer le Gymkhana Grid, qui est, avant des vidéos, qui est vraiment une course. Un Gymkhana, ben ça existe dans plusieurs disciplines, mais au niveau du sport automobile, oui, dans le domaine équestre également, mais au niveau des voitures, c'est vraiment des courses à obstacles
incroyable. Là. C'est vraiment un niveau supérieur. C'est plus que tourner autour d'un baril. Un petit peu plus que ça. Un petit peu plus. Mais il a commencé vraiment très humblement. Il a créé la course, là, ce championnat-là, avec un homme qui s'appelait Chris Willard en 2010. 2011, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un petit peu de bisbille. Finalement, Chris Willard a quitté et après ça, il est revenu en force en 2012 et depuis ce temps-là, ben ça a eu lieu à chaque année. On va espérer que ça va se poursuivre dans le futur maintenant, vraiment. Et les fameux Gymkhana, ben là, c'est ce qui l'a rendu célèbre. Au-delà de la course qui avait lieu dans différents pays à chaque année, il s'est mis à créer des vidéos et c'est là que ça a tout révolutionné. Parce qu'il y en a créé une dizaine que c'est lui vraiment qui est en vedette parce qu'il y en a d'autres, il y a différents invités. Pastrana en a fait des absolument hallucinants. Je ne sais pas si vous avez vu, là, lui il vient d'Annapolis, dans Maryland, puis il n'y a plus de limite. À un moment donné, on se demande, ça s'en va où, ça, là? C'est comme le Jackass, mais du Power Sport. Exact, mais avec Red Bull, c'est pas lui qui avait fait ça au Nouvel An, avec sa Subaru, qui avait sauté une affaire de 200 pieds avec son auto, Pastrana? Exactement, il saute par-dessus le cours d'eau là-bas pendant qu'il y en a un autre qui passe, parce que ça ne peut pas s'arrêter juste à une voiture. Non, il y a des effets incroyables un peu partout. Donc, ça a commencé avec le premier vidéo qui a fait le numéro 1, qui était le Gymkhana Practice, en fait. Ça commence des débuts très, très modestes. Si on regarde la vidéo, ils sont tous disponibles. Là, je vous invite à aller les regarder. Je vais vous en décrire quelques-uns rapidement parce que... Après l'émission. C'est ça. Bon point. Là, vous n'avez pas de visuel, mais si vous ne connaissez pas Ken Block, vous gagnez à le connaître et aller voir ces vidéos-là. Le premier, c'est le plus modeste, comme je disais. On ne donne pas vraiment de lieu à ce moment-là. Il le fait avec une Subaru STI 2006. Puis, il a l'air d'être dans une espèce d'hangar d'avion désaffecté, puis il est sur des pistes d'atterrissage, il est seul au monde, c'est sur du plat, puis là, c'est vraiment de base. Là, on voit qu'à ce moment-là, il commence, il n'y a pas trop de budget, il tourne justement autour de des barils, des cônes. Pas trop de budget, le gars, mais des endroits vraiment serrés, puis mais il l'a tout placé. C'est ça. On s'était parlé avant de gérer son 87. David Débrouillard, il a donné des conseils. On s'était parlé avant de faire tout ça. Mais OK. Commence dans un setup où il y a des avions, là. C'est ça. Puis on va se replacer par après. Mais là, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Mais on voit son talent brut à comment il a un contrôle absolument, absolument incroyable sur sa voiture. Et puis là, ça fonctionne quand même bien, il attire le regard, il part, il en fait un deuxième qui se voit un peu plus rigolo, qui s'appelle le Info Commercial, où là, cette fois-là, ça se passe dans le port de Los Angeles, et là, on tombe avec des vrais obstacles. Là. On n'a plus juste des petits cônes, il y a vraiment là, les chariots élévateurs, là, il y a place à se faire mal. On va dire les vraies choses. Tu sais, canard. On rit, ouais, les petits canards, ça, c'est une autre histoire. Hein? La pauvre. Donc, il se promène un petit peu là-dedans à travers le port, puis c'est là qu'on va amener les fameuses prises de ralenti absolument incroyables. Quand il tourne. C'est ça qui a fait évacuer. Maintenant, aujourd'hui, on est bon. On fait ça avec nos s'attend à chaque vidéo. Oui. S'il n'y a pas de passe de ralenti, c'est pas une vidéo complète. Montre-moi ta révolution. Ouais, exact. Mais c'est lui qui a mis ça sur la map. Faut pas oublier que à ce moment-là, là, c'est lui qui est arrivé avec des choses comme ça. Puis non seulement, bon, il y avait le début des ralentis, les obstacles, il y avait des cibles. Tu sais, Ken Block pouvait passer à 1 millimètre près d'un cheveu puis t'en arracher un. On dit lécher. C'est vrai? C'est vrai pour vrai? Parce que j'ai déjà embarqué dans une voiture de rallye et il nous expliquait, puis il y a des cônes, puis tu as l'impression quand tu es côté passager qu'ils sont en train de tout ramasser les cônes, mais non, ils passent tellement près, ils appellent ça lécher, puis ils passent, comme tu dis, là, à un cheveu, puis c'est vraiment, le terme, c'est vraiment lécher. Fait imagine comment que tu es en contrôle et puis comment que... Même affaire. Pareil. Là, il passe non seulement... Il manquait de salive, lui, à la fin de ses vidéos. Excuse-nous, Nadine. Ben, c'est correct. Fait qu'il passe non seulement avec des vrais obstacles cette fois-là, puis juste des cônes, mais surtout des cibles humaines. Et là, dans cette vidéo-là, il y a un autre skateboarder qui est Rob Dyrdek, qu'on dit. J'ai toujours du monde à dire. Oui, bien, il était un des gars commandités par eux. Et puis, à ce moment-là, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une émission sur le Fantasy Factory sur MTV. Et là, on le voit dans son deuxième vidéo où il est au centre et l'autre tourne autour. Fait imagine la confiance absolue que tu as en ton chum. C'est absolument incroyable. Juste de faire quelque chose comme ça, rentrer d'un compte,
c'est quelque chose, mais une vie humaine en plein centre. Fait que là, Faut qu'il c'était soit encore confiant une fois de ses performances. révolution à ce niveau-là. On passe à un autre stade quand on arrive au 3e vidéo. Cette fois-là, ben là, encore une fois, là, nouvelle prise de vue. Là, on arrive, là, on a des caméras. Oh, ça semble, encore une fois, rien pour l'instant parce qu'on est habitué à tout ça, mais à ce niveau-là, c'était jamais vu d'aller placer une caméra à tes pieds puis de voir vraiment son jeu de pédale, de le voir shifter, de le voir, tu sais, manœuvrer vraiment. Des prises de vue au niveau des chocs, on voit comment la voiture travaille. Tu sais, à ça, j'ai fait des tournages avec toi, Cindy, là, tu sais, puis on a développé toutes ces techniques-là. Ben, merci Ken Block, tu sais, c'est lui qui a vraiment apporté ça. Et là, rapidement, parce qu'il nous reste juste une petite minute, plus récemment... Ben écoute, je vais parler du 4e parce que c'est mon préféré. Parfait, vas-y. C'est le Hollywood Mega Marshall. Là, on tombe dans du gros budget, là, tu sais, du lettrage à la Top Gun, à la Star Wars. Les budgets, là, sont plus là. Écoute, là, ils roulent, mais carrément dans Universal Studios, donc dans les faux décors de ville et tout ça. C'est hallucinant. Ça se termine, ils se payent une traite, ça se termine en Bollywood. Il y a des torches humaines, ils se mettent en feu. Écoute, c'est des bijoux. Toutes ces petites vidéos-là, malheureusement, Ken n'est plus, mais ça va son rester héritage à jamais. oui. Puis je peux pas terminer sans parler de comment c'était un homme accessible qui était vraiment généreux. Très, très cool, généreux. Et de son respect aussi pour la gente féminine, puisque pour lui, c'était pas juste un gars qui faisait de la course. Sa famille était impliquée là-dedans. Sa femme était également pilote de rallye, sa femme. Et là, c'était sa fille. Et il commençait à monter une voiture. Il était rendu avec Audi à la toute fin. Il montait une voiture avec sa fille. Sa fille a appris à conduire dans ses voitures à lui sur des circuits fermés. Elle n'avait pas encore un permis de conduire. Qu'elle conduisait déjà sur des circuits fermés. Alors, j'espère qu'elle va doit faire une belle ride en haut. Hey. Écoute, il a eu tellement une belle vie, trop courte, mais il a vécu à 100 000 $. C'est vraiment le cas de le dire. C'est inspirant. Son parcours est inspirant. J'invite les gens à la maison à aller visionner ses vidéos encore, de suivre sa fille, qui est elle aussi une jeune femme très, très inspirante. C'est une prochaine Chicks and Machine. Un gros merci, Nadine. Merci, Annie. Ça fait plaisir. Merci, David, de chez Demel. Merci à Demel de nous avoir accueillis. Je prends la peine de remercier BPM Sport, évidemment, Maxime et Marie-Hélène à la réalisation. Nos commanditaires, Demel Chrysler, évidemment, Blainville Chrysler, Can-Am, la route au féminin, Léo Harley-Davidson, ministère des Transports et de la Mobilité durable, et La Gabière, qui nous abreuve balado après balado. Un gros merci et nous, on se revoit la semaine prochaine. Yeah! Hey! N'est plus! C'est ça. On a un 8 passagers, le quelqu'un de sub qui va nous ramener. Là. C'est bon, ça. Mais c'est correct, c'est la salle d'alcool. Ah non, OK, d'accord. C'est beau.